Bonjour, je suis Paul Vissich, initiateur d'Imperium et auteur de sa déclaration de principe, disponible dans le site web imperium-online.eu. Dans la vidéo précédente, Pourquoi Imperium, nous avons dressé les contours de notre puissance d'agir, de notre Imperium. Nous avons vu que la supposée complexité des enjeux est un leurre, et que nous sommes largement en capacité d'influencer la pression sociale pour peser sur le cours des choses. La pression sociale, pour rappel, c'est la capacité d'imposer des normes de pensée par la simple force de la conviction. Dans la pratique, quand on ne sait pas ou quand on pense ne pas savoir, on n'échange que des doutes, des questions, voire des craintes. Et la pensée n'avance pas. Mais quand on sait de quoi on parle, on ne peut que s'accorder sur le cap à suivre. Alors on le dit, on le répète, et de proche en proche, cela devient une pensée dominante que la classe politique ne peut plus ignorer si elle veut gagner nos suffrages. Une conscience partagée par le plus grand nombre, dotée d'une certitude suffisante, voilà la vraie clé concrète de notre puissance d'agir. Là où la simple rivalité des opinions conduit au doute et à la division pour le seul profit des classes dominantes. C'est pourquoi je suggérais toute forme de groupe, formels ou informels, associations, des clubs comme pendant la Révolution, des cafés citoyens ou des cafés Imperium, des réunions d'appartements, à minima reprendre l'habitude de parler politique dans vos cercles relationnels divers, ou toute autre innovation produite par votre imagination. Sans oublier bien sûr Internet, pour dépasser les limites géographiques et mettre à disposition du plus grand nombre les fruits de vos débats. Après les quelques premières pistes de discussion précédemment ouvertes, voyons maintenant quelles sont les questions à considérer pour accroître notre puissance d'agir. La première d'entre elles, me semble-t-il, est de déterminer s'il faut viser un projet politique ou un projet de société. Les deux ne sont en effet pas du tout la même chose, et ne produiront donc pas le même cap. En pratique, un projet politique s'inscrit dans une société existante, en l'occurrence la nôtre, telle qu'elle est aujourd'hui. En toute logique, un projet de société porterait donc sur une société alternative à celle-ci. Rien que sur ce premier point apparaissent déjà un certain nombre d'écueils à éviter. L'idée même de changer la société a-t-elle seulement un sens? Elle est en tout cas au cœur du clivage gauche-droite. Matrice du progrès pour les uns, plutôt à gauche. Lubie dangereuse pour les autres, plutôt à droite. Du moins en théorie, parce que dans la pratique, offre une perspective de rentabilité à n'importe quel investisseur libéral, et il s'engouffrera dans la brèche, aussi sûrement que le bolchevique le plus irresponsable. Et nous en faisons d'ailleurs les frais. La question ici est de savoir s'il est possible de changer la société de manière consciente et volontaire. Spinoza nous enseigne que non. Il est selon lui impossible, je le cite, de déterminer par la pensée ce qu'ensuite la seule volonté suffira à mettre en pratique. De fait, l'histoire montre amplement qu'on ne touche pas impunément à l'ordre social, qui suit des déterminants si complexes que nul ne saurait prétendre les appréhender tous, et les contrôler encore moins. Il s'agit cependant de s'accorder sur ce qu'on entend par société. Au sens strict, on entend par là un peuple unifié par un ensemble de mœurs, de traditions et de coutumes développées au fil du temps. Autrement dit, par une histoire commune, ou dit encore autrement, par un imperium commun. C'est ce qui distingue une société particulière d'une autre. Cet imperium est-il réellement impossible à modifier de manière consciente et volontaire comme le soutient Spinoza? Évidemment que oui. Notre imperium nous vient des générations précédentes et nous le transmettrons à notre tour aux générations suivantes, le cas échéant marqué de notre empreinte, mais fondamentalement porteur de la même culture et des mêmes marqueurs de notre identité. Alors me direz-vous tout ça pour en arriver là? Il n'y a rien à faire, rentrons chez nous? Vous pensez bien que non. Car une société présente une caractéristique qui, elle, peut changer, et seulement elle. Une société, c'est aussi un réseau d'institutions. Et l'histoire, notamment française, témoigne que ça peut changer. La République française n'a plus rien à voir avec le défunt Royaume de France, du moins du strict point de vue institutionnel. Parce que pour le reste, les mœurs, traditions et coutumes françaises développées au fil de son histoire ont continué ou se sont renouvelées. C'est ce qui fait que la République n'a pas formé un nouveau pays, mais bien une nouvelle forme du même pays, et ce, sans le moindre doute dans l'esprit de tous. Sa société a pourtant changé en profondeur. Et on peut même soutenir que, dans ce cas, la nouvelle institution n'a pas fait disparaître le pays, mais lui a au contraire permis de se pérenniser en lui permettant d'entrer dans une nouvelle ère de modernité.
Aucun changement sociétal ne saurait advenir par simple décret. Ce point-là est acquis. Mais son environnement, le contexte international dans lequel elle évolue, lui, n'attend aucun décret humain pour changer. Et il arrive que la société doive s'y adapter, comme à l'évidence dans le monde actuel. Cette hypothèse va donc dans le sens du changement sociétal que nous dicte déjà la simple intuition. Dans ce cas, nous savons que la seule piste d'action est strictement institutionnelle. Les mœurs, traditions et coutumes suivent leur propre voie et survivent à toutes les restructurations imposées par l'histoire. Nous pouvons donc déjà à ce stade balayer comme irrémédiablement vouées à l'échec toutes les velléités révolutionnaires dictées par la pensée, comme, pour ne prendre qu'un exemple dans l'air du temps, celle qui prétend balayer nos cultures nationales, occidentales, gréco-latines, chrétiennes, que sais-je encore, au profit d'une nation projetée, refondée par l'imaginaire sur des valeurs décrétées comme une hypothétique coexistence pacifique de mœurs, traditions et coutumes d'origine diverses et qui inclurait au même titre que d'autres celles de l'ancienne nation défunte. Ce qu'on appelle parfois créolisation de la société. Comme toute vision séduisante sur le papier, celle-ci renvoie au mythe de l'horizontalité dont nous avons déjà parlé, à savoir une structure irrémédiablement condamnée par son instabilité intrinsèque. La France n'est pas un concept, pas plus que n'importe quel autre pays. Son histoire est européenne, occidentale et chrétienne. Mais c'est aussi une nation européenne qui a su s'ouvrir à l'outre-mer. C'est aussi une nation occidentale qui a su s'ouvrir à d'autres cultures et d'autres origines. C'est enfin une nation de tradition chrétienne qui a néanmoins trouvé la force de se proclamer laïque et respectueuse de toutes les confessions. L'histoire se moque de ce que les hommes écrivent sur le papier. Elle a sa vie propre et l'impérium d'une nation se forge par la culture originale qu'elle produit. Par acculturation, souvent, mais certainement pas par un voisinage décrété de cultures éparses. Définir la France comme une terre de cohabitation pacifique entre chrétiens, juifs et musulmans, ou bien comme un pays chrétien, où juifs, musulmans et même athées y forment des citoyens à part entière au même titre que les autres, ne se traduit pas à jouer sur les mots. Car entre ces deux nuances, il n'y a rien de moins qu'une potentielle remise en cause de l'identité nationale, forgée par le temps et garante de sa cohésion. Et donc, porteuse d'une instabilité de nature à compromettre, justement, le côté pacifique. Il convient donc de rejeter définitivement toutes ces lubies qui prétendent projeter dans le réel tout produit de l'imaginaire, quel qu'il soit, aussi séduisant qu'il puisse sembler de prime abord, comme s'il suffisait de les répéter jusqu'à la nausée pour les voir un jour advenir par la seule magie du verbe. Nous n'avons pas plus créé notre nation que notre impérium, nous l'avons reçue en héritage, et il importe de la considérer telle qu'elle est, et non telle qu'on la rêve, sous peine de ne jamais atteindre l'adhésion nécessaire. Et c'est bien dans cet esprit qu'il faut entendre la question opposant projet politique et projet de société. À l'heure actuelle, l'offre électorale ne repose que sur des projets politiques. Aucun projet de société, sauf effet de manche rhétorique. Tous ces programmes reposent sur la vision actuelle de la société, qui est capitaliste et libérale. Dans cette vision, la chose publique est réduite à la position d'un simple agent économique parmi d'autres et, à ce titre, soumise, comme eux, à la supposée réalité des marchés. Un programme politique qui s'appuie sur cette société ne peut donc aucunement être qualifié d'alternatif, quels que soient les accents de circonstances pris à la tribune. Le seul facteur à considérer est la perspective réelle de changement sociétal. Or, celle-ci n'apparaît ni dans les appels à la dite lutte sociale, qui, toute nécessaire qu'elle soit, suppose néanmoins de fait la perpétuation de deux camps antagonistes jamais en lutte, ni dans la perspective de développement durable, puisque l'idée même de développement suppose la perpétuation de l'activité humaine qui, dans ses modalités actuelles, reste mue par la croissance économique, et encore moins évidemment dans les appels au repli sur soi des trompettes faussement nationalistes, en réalité libérales sur le plan économique, et donc de fait favorable au libre-échange mondial qui tient les nations sous sa coupe. La seule chose qu'un programme politique ordinaire ne peut remettre en question, c'est le cadre social même dans lequel il s'exprime. Il visera donc au mieux l'alternance, le cas échéant à visée redistributive, sociale ou écologique, étiquetée selon le cas libéral, écologique, voire de gauche, mais jamais une véritable alternative sociétale. Pour être qualifié d'alternatif, un programme politique ne peut que s'appuyer sur le projet d'une société qui, par définition, reste à fonder. Imperium ne défend pas un projet politique, mais un projet de société alternative.
Entendez bien, institutionnellement parlant. Et il reviendra aux offres politiques qui voudront suivre son cap structurant de proposer les projets politiques correspondants. Car, nous l'avons vu, promouvoir un projet de société n'est pas leur rôle. Ils ne le feront donc jamais sans la pression sociale du corps électoral, autrement dit de notre impérium à tous. Nous tous, ensemble. Des évolutions structurelles de la société, l'histoire en a déjà connu par le passé. On les nomme révolutions. Pour rappel, révolution ne veut pas forcément dire soulèvement. C'est au sens propre le fait de rendre révolue une situation passée, comme pour la révolution industrielle par exemple. L'histoire nous enseigne que les révolutions nécessaires sont inéluctables. Si elles doivent se produire, elles se produisent fatalement. Nous n'avons éventuellement prise que sur leurs conditions d'accomplissement, sauf à disparaître purement et simplement. La France, par exemple, a guillotiné son roi, pendant que la Grande-Bretagne gardait le sien. Pourtant, les mêmes déterminants sociaux étant à l'œuvre pour tout le monde, le Royaume-Uni est devenu une république de fait, avec un gouvernement démocratique et un monarque purement symbolique à sa tête. Si la révolution est inéluctable, elle peut cependant être subie ou convenablement orientée. Pour être clair, donc, c'est bien d'une révolution dont nous sommes en train de parler. Il convient cependant d'en parler correctement, c'est-à-dire comme un appel à nous saisir démocratiquement de notre destin, et non à renverser bêtement la table. Toutefois, malgré cette précaution, il reste qu'une telle perspective peut rebuter un esprit raisonnable, en particulier au souvenir des égarements historiques du siècle dernier. Convenir d'une telle nécessité requiert donc une solide argumentation. Quels motifs raisonnables peuvent conduire à envisager cette option? Eh bien, pour commencer, le fait d'avoir épuisé toutes les autres, comme nous l'avons fait dans la vidéo précédente, témoigne déjà d'une probable obsolescence du cadre social actuel. On peut être aussi, le cas échéant, animé par une plus haute idée de la condition humaine que l'horizon étriqué de la société de marchands de tapis qu'on nous impose sous le nom hypocrite de libéral. On peut aussi réfuter l'étirement perpétuel de l'échelle sociale, d'une société à deux vitesses destinée à ne jamais se rencontrer. Mais le premier motif est tout simplement de dégager un horizon des possibles, désespérément hors d'atteinte dans l'ordre économique actuel. Un relatif consensus sur ce point dans l'opinion dispense ici de longues démonstrations sur les obstacles structurels du capitalisme, sur lesquels je reviendrai de toute façon dans la vidéo consacrée au post-capitalisme. Il y a cependant une autre raison, moins évidente à première vue, mais qui mérite qu'on s'y arrête. En observant la succession des sociétés au cours de l'histoire, on voit qu'elles suivent toujours les mêmes déterminants. Une classe dominante émerge en réponse à des attentes sociales, puis, une fois celles-ci satisfaites, d'autres se font jour. La noblesse d'Ancien Régime, par exemple, a répondu à l'attente sociale d'ordre du Moyen Âge émergent, pour la sécurité des personnes comme pour la stabilité nécessaire à l'essor d'une économie alors essentiellement agraire. Plus tard, la classe industrielle répondra à d'autres attentes sociales. Dans tous les cas, l'histoire n'offre que deux possibilités aux élites du moment quand les attentes évoluent. Soit elles parviennent à évoluer d'eux-mêmes, et elles s'adaptent, soit elles se font remplacer. C'est ainsi notamment que la bourgeoisie a supplanté l'ancienne aristocratie à la Révolution. À chaque fois, le scénario est le même. À des besoins sociaux répondent des entrepreneurs qui œuvrent, et c'est là le point essentiel, non par altruisme, mais parce qu'ils y trouvent leur intérêt. À chaque fois, une convergence s'établit entre l'attente sociale et les intérêts propres de la classe qui y répond. Pour le seigneur, la sécurité publique contre un fief, et le pouvoir qui va avec, bien sûr. Pour l'industriel, des produits de consommation contre du capital, etc. Et tout cela, à chaque fois sanctionné, évidemment, par de substantielles richesses et une position sociale privilégiée. Dans ces conditions, imaginer un ordre à venir entre deux sociétés ne devrait a priori pas poser de problème, sans recours à aucune divination. Il suffirait pour anticiper les temps à venir de déterminer l'attente sociale du moment, puis de considérer qui dans la société, plus exactement quelle classe sociale ou quelle catégorie socio-professionnelle, dispose à la fois d'un intérêt et des moyens d'y répondre. Et c'est là que le bât blesse. Avec des demandes comme plus de sécurité, plus de nourriture, plus de biens de consommation, etc. Pas de problème. Qui offre une réponse, gagne le haut du pavé. Mais aujourd'hui, l'attente sociale est d'une nature inédite. Une production plus raisonnée et plus durable, une répartition plus équitable de ressources raréfiées, autrement dit moins de production,
avec le moins d'impact possible sur nos modes de vie. Pour la première fois sans doute de l'histoire, la nouvelle attente sociale ne s'exprime pas en termes de plus, mais en termes de moins. Cette situation a ceci de caractéristique qu'elle n'offre aucun avantage substantiel pour aiguiser les appétits d'entrepreneurs qui pourraient songer à y répondre. Qui pour vendre moins? Qui pour mieux répartir? Qui pour fabriquer durable, donc moins de renouvellement? Qui pour économiser les ressources nécessaires à la production? Personne. Personne à part nous. Nous, le peuple dit souverain, sommes les seuls à y trouver intérêt. Et ça, c'est sans précédent. Pour la première fois de l'histoire, nous attendrons en vain un hypothétique sauveur ou une hypothétique nouvelle classe émergente. Nous sommes bel et bien seuls et livrés à nous-mêmes. On devine à ce stade que l'accomplissement du cap structurant risque de prendre un peu de temps, alors que l'attente sociale, elle, est forte et immédiate. Certes. Mais ce temps est toutefois incompressible une fois admis qu'il n'y a pas d'autre voie. Mais surtout, cela ne veut pas dire que d'autres avancées ne seront pas perceptibles dans l'intervalle. Car le fait même d'adopter un nouveau cap impliquera aussi de pouvoir enfin se débarrasser du carcan idéologique de la dérégulation à tout prix. Et de nombreuses initiatives s'en trouveront libérées, ici au sens positif du terme. Sous l'impulsion politique appropriée, de nouveaux modèles économiques pourront être expérimentés, comme ceux basés notamment sur les circuits courts ou la transition énergétique, sur d'autres modèles de valeur, j'y reviendrai, sur la consommation circulaire, le recyclage, l'économie collaborative, l'entrepreneuriat social, le financement participatif, l'économie de l'innovation frugale, le sauvegarde et la valorisation des biens communs, un développement territorial basé sur de nouvelles mobilités, alors de la fin programmée du tout carbone, des chantiers colossaux de construction ou de rénovations immobilières pour réduire les passoires thermiques, et tant d'autres pistes propres à alimenter des projets politiques développés certes dans le cadre actuel, mais libérés par une nouvelle perspective historique que la puissance publique, désormais dotée d'un cap structurant, sera enfin résolue à imposer, et pour lequel elle saura réaffecter les ressources disponibles. Là aussi, j'y reviendrai. Car avant de détailler tout cela, une question à ce stade reste ouverte. Si, comme le disait Spinoza, nous ne pouvons réaliser consciemment tout produit de la pensée, et si, comme nous venons de le voir, aucune catégorie sociale potentiellement dominante ne répondra à l'appel, alors, comment diable allons-nous faire? Afin d'illustrer cela aux enfants de 6 ans que nous sommes, le plus simple est de recourir à une petite métaphore parlante. Imaginons-nous donc tous dans un même bateau descendant un fleuve au gré du courant. Le bateau et ses occupants, nous tous, symbolisent évidemment la condition humaine, et le cours du fleuve, celui de l'histoire. Premièrement, on ne peut évidemment remonter vers la source, comme le rêvent certains populistes nostalgiques. On peut s'échiner à ramer à contre-courant, aucune chance de rebrousser chemin. D'autres proposeront plutôt à gauche toute ou à droite toute, en l'occurrence à bâbord ou à tribord. On voit bien la chute. On finirait immanquablement par s'échouer sur un rivage, d'un côté ou de l'autre. Le cours de l'histoire est fait de coups de barre à gauche et de coups de barre à droite, mais le bateau suit inéluctablement le lit du fleuve. Voilà pourtant le point essentiel. Nous avons la main sur le gouvernail. Et il arrive parfois que le fleuve arrive à un embranchement. C'est à ces moments précis que se présente l'opportunité historique de changer de cap. L'histoire est pleine de ces opportunités de changement de cap, saisies ou ratées. Certaines spectaculaires comme la Révolution, d'autres moins connues. L'une d'elles, pour ne citer qu'un exemple, me laisse parfois rêveur. Tout le monde connaît les explorations maritimes entreprises à partir du XVe siècle et la colonisation européenne à travers le monde qui a suivi. Ce qui est moins connu, du moins du grand public occidental, c'est que nous n'avons pas été les premiers. Plus de 70 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques, un grand explorateur chinois avait déjà sillonné l'océan Indien, ouvrant même des comptoirs tout au long de la côte africaine orientale. Et puis, un beau jour de 1421, un empereur décida d'interdire toute nouvelle navigation et ordonna la destruction de tous les navires, pour reporter l'attention des Chinois sur leur frontière nord. Et c'est au moment où les Ming lançaient leur vaste chantier de construction sur la Grande Muraille que nous nous lancions à notre tour sur les flots. Qui peut imaginer à quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui si un seul homme n'avait pas pris un jour une décision particulière, privant les Chinois de leur avance à l'aube des grandes découvertes? Nul doute que le monde moderne eût été très différent de celui que nous connaissons. Meilleur ou pire, nous ne le saurons jamais, mais différent, c'est certain.
Nous avons donc la main sur le gouvernail. Ce point-là est acquis. Il reste à savoir si nous sommes arrivés face à un embranchement de l'histoire. Eh bien oui, sans le moindre doute possible. Soit nous poursuivons notre route vers notre fin programmée néo-féodale, une société à deux vitesses, dont l'échelle sociale continuera à s'étirer, au bénéfice croissant d'une minorité et au détriment du plus grand nombre, du moins jusqu'à ce que la Terre siffle la fin de la récréation. Soit nous optons pour un destin collectif, pour peu que nous décidions tous ensemble de nous en saisir au lieu de rêver à des sauveurs hypothétiques. Et ceci est largement à notre portée, autant que le gouvernail à portée de nos mains. Pour l'heure, ce sont celles des lobbies qui s'y agrippent pour le bloquer dans une direction. Pour forcer un nouveau cap, toutes nos mains unies ne seront pas de trop. Il nous suffira pour cela de fixer par la pression sociale un cap à l'action politique qui l'amène à structurer son offre en fonction de ses réquisites, pour peu que nous sachions les énoncer clairement et surtout rester fermes dans nos résolutions. La vidéo précédente a ouvert quelques premières pistes. En voici d'autres. Le premier impératif, nous l'avons dit, est de trouver la voie d'un dépassement du capitalisme. Nous y reviendrons plus en détail dans la vidéo suivante consacrée au post-capitalisme. Car, avant cela, un obstacle évident apparaît sur lequel nous ne saurions faire l'impasse. Le problème de notre dépendance envers les marchés mondiaux, pour des biens de première nécessité ou des matières premières essentielles. Aujourd'hui, la compétition économique impose un acharnement productiviste qui raréfie, et donc renchérit, ces ressources précieuses. À terme, nous pouvons imaginer en desserrer les taux par davantage de sobriété économique, les relocalisations et le progrès technique. Mais à court terme, nous sommes encore dépendants, pour l'obtention de ces ressources, des règles de la concurrence mondiale. Or, chacun sait qu'en matière de concurrence, l'avance n'est jamais éternelle. Dans un monde marqué par une polarisation en hyperpuissance antagoniste, USA, Chine, Russie, peut-être demain un des Brésil, ce n'est pas verser dans le pessimisme que d'anticiper le recul de nos marges de manœuvre. Plus grand monde d'accord de foi aux paroles formatées de nos diplomaties lorsqu'elles affirment solennellement vouloir relancer les négociations, porter haut la voix d'eux et autres fadaises similaires. Nos élus se vantent de taper du poing sur la table et puis rien. Ils reviennent tout satisfaits de pouvoir présenter à leurs opinions publiques des avancées prétendument arrachées de haute lutte, en réalité concédées par un adversaire avisé, justement pour l'aider à calmer les esprits à son retour. Et ce ne sont pas quelques succès commerciaux obtenus ici ou là par opportunité qui modifient sensiblement la tendance de fond. Les questions qui devraient plutôt nous préoccuper sont: que reste-t-il aujourd'hui de nos matières premières? Que restera-t-il demain de notre agriculture, de notre industrie, bref, de nos productions de richesses réelles? On se berce d'innovation et de compétitivité. L'innovation, il en faut évidemment, mais elle finit trop souvent copiée ou rachetée. La compétitivité, elle s'obtient pour beaucoup au détriment du pouvoir d'achat que les retournements de conjoncture ne relèveront plus. Combien de temps le secteur des services, qui absorbe 70 à 80% de nos économies développées, suffira-t-il à soutenir une avance économique qui nous est de plus en plus âprement disputée? L'histoire humaine n'enseigne que trop, que la roue tourne pour tout le monde. Elle enseigne surtout que l'adversité face à l'environnement hostile fut de tout temps l'unique moteur constitutif des nations. S'agrandir pour peser dans les rapports de force, voilà ce qui a forgé nos États-nations actuels. Le processus s'est poursuivi sur une échelle historique, et nous sommes loin d'en être arrivés au bout. Aujourd'hui, notre nation européenne, déjà constituée culturellement, n'est divisée politiquement que par les circonstances de l'histoire. Il suffirait d'une volonté populaire pour y remédier. Sans doute celle-ci n'est-elle pas encore acquise partout dans l'Union. Une Europe progressiste, surtout au sud, s'oppose à une Europe libérale, principalement au nord. Alors, privé à ce jour de consensus à l'échelle européenne, un groupe de 7 pays aux intérêts convergents et d'un poids économique suffisant peut en former la matrice, comme le firent autrefois les 6 pays fondateurs de l'Union européenne. De tels groupes existent déjà, comme le Conseil nordique ou le groupe de Visegrad. La France aussi fait partie d'un groupe, le groupe Euromed 7 ou Med 7 ou encore Euromed tout court. Réunit la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre et Malte. 7 pays de culture homogène. Ce groupe, plutôt informel, se résume à ce jour à une ou deux rencontres annuelles de pure forme. Mais, correctement animé, il pourrait former la base d'une fédération européenne au cœur même de l'Union, d'un poids suffisant
pour imposer des modèles économiques parallèles, pour desserrer les taux de la contrainte concurrentielle sur le pouvoir d'achat, pour imposer de nouvelles normes sociales, comme la dignité, en lieu et place de la lutte pour la survie, que cache mal le concept hypocrite de concurrence. Pour resserrer l'échelle sociale, trouver les voies de la sobriété économique, réduire la pauvreté et l'isolement des laissés pour compte. En bref, pour retrouver le vrai sens du mot nation. Voilà un dessin que peut porter la pression sociale, dans les modalités énoncées dans la vidéo précédente. Nos débats peuvent aussi développer les pistes économiques ouvertes par une nouvelle fédération européenne, comme la notion de biens essentiels, telle que définie au paragraphe 2.6 de la déclaration de principe. Mais aussi sur les modèles économiques alternatifs, la consommation circulaire, l'innovation frugale, les biens communs, la monnaie fondante et bien d'autres. On peut aussi réfléchir aux nouveaux rapports sociaux induits par ces modèles. Un exemple parmi d'autres. La seule loi du marché est-elle pertinente pour déterminer la rémunération de nos agriculteurs qui les maintient dans la pauvreté? D'autres modes de calcul qui tiendraient compte de la réalité du travail effectif ne rendraient-ils pas tout simplement obsolètes ce qu'ils vivent comme de l'assistanat? Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Sans oublier bien sûr tous ceux que vous estimerez opportun d'aborder. Suivant, le cap de l'avènement d'une fédération européenne dotée d'un poids économique et politique suffisant pour imposer de nouveaux modèles économiques. C'est ce que nous allons développer dans la prochaine vidéo consacrée au post-capitalisme. Hasta siempre. Vous êtes libre de partager, télécharger et diffuser cette vidéo sur tout support à la seule condition de ne pas la modifier. Si vous devez prélever un extrait pour illustration, insérez obligatoirement un lien vers la vidéo complète pour assurer votre public que la sortie du contexte ne modifie pas le sens.